cours d'enregistrement et sera disponible en ligne par la suite. Je préside ce webinaire au nom du comité des ONG de Vienne sur les drogues, le VNGEC. Pour rappel, le VNGEC est un comité mondial de plus de 250 organisations de la société civile qui travaillent à soutenir l'engagement avec les agences onusiennes et les réunions liées aux drogues. Le VNGEC aide à coordonner les activités, les opportunités de discussion, les opportunités d'apprentissage comme ce webinaire, ainsi que la participation à la commission des stupéfiants des Nations Unies à Vienne. Vous pouvez en savoir plus sur le travail de la VNGEC sur vngec.org ou sur les réseaux sociaux. Je vous encourage également à consulter la place de marché des ONG que la VNGEC a développée aux côtés de la UNODC. Il s'agit d'une base de données mondiale des ONG et de leurs travaux, projets et événements. Vous pouvez tous enregistrer votre organisation sur le site web mp.vngec.org. Nous sommes ravis de travailler aux côtés de l'équipe de la société civile de la UNODC pour accueillir ce webinaire aujourd'hui. Le rapport mondial sur les drogues a été officiellement lancé à la fin du mois de juin et l'équipe derrière ce rapport travaille dur pour le diffuser au plus grand nombre de publics différents. Et c'est aujourd'hui le tour de la société civile. Dans ce webinaire, l'équipe de la société civile de la UNODC, représentée par Chloé Campantier du service de la recherche et de l'analyse des tendances, va faire une présentation officielle du rapport lui-même et on aura quelques réflexions d'un orateur présélectionné de la société civile choisi lors d'un appel ouvert, Asyam Baykan Yesile du Croissant Vert Turc. À la fin, on aura un temps d'échange pour répondre à quelques questions, donc n'hésitez pas à soumettre vos questions pendant le webinaire en utilisant le chat sur le côté droit. On aura l'occasion aussi de faire une photo de groupe qui sera utilisée pour le rapport de cet événement et sur les réseaux sociaux. Donc, je vous inviterai tous à allumer vos caméras à la fin de ce webinaire pour la photo. Je tiens surtout à préciser que ceci était entièrement volontaire, bien sûr. À la fin, je vais aussi demander à vous tous présents de remplir un formulaire anonyme pour recueillir vos retours sur ce webinaire. Aux orateurs, merci d'être invités à parler avant d'allumer vos microphones et caméras. Je passe la parole maintenant à Billy Batouet de l'équipe de la UNODC. Billy? Bonjour, merci Kuna. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite aussi la bienvenue à ce webinaire de la part de la société civile, de l'équipe de la société civile ici à Vienne. Tout d'abord, je souhaite vous rappeler que ce webinaire sera aussi dispensé en anglais le 27 juillet et en espagnol le 28 juillet et aussi en russe le 29 juillet. Donc, si vous parlez plus couramment l'une de ces langues, je vous invite de vous inscrire à ce webinaire. Nous sommes heureux de co-organiser cet événement très important en collaboration avec le comité de Vienne des ONG sur le drogue. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'équipe de la société civile est le point d'entrée principal pour l'engagement de la société civile avec l'ONIDC. Nous facilitons la participation de la société civile dans les réunions intergouvernementales, y compris lors de la commission sur le drogue narcotique. Nous mettons aussi en place des formations et des ateliers pour développer des capacités de la société civile dans le but de soutenir les États membres dans la mise en œuvre de leurs engagements concernant le drogue et le crime. Le webinaire aujourd'hui a pour le but d'informer la société civile sur les principales tendances concernant le problème mondial de drogue, incluant une partie sur l'impact du COVID-19. Donc, sans plus attendre, je souhaite donner la parole à Chloé Carpentier, responsable de la section de recherche de la drogue ici à l'ONIDC. Chloé, à vous la parole. Bonjour et bon après-midi. Donc, je suis Chloé Carpentier, je suis le chef de la section sur la recherche sur la drogue à l'ONUDC. C'est pour moi un honneur et aussi un privilège aujourd'hui de vous présenter certains des principaux résultats et des enseignements du rapport mondial sur les drogues 2020 qui a été lancé le 26 juin dernier. Alors, c'est un rapport qui est extrêmement riche, qui est très complexe. C'est peut-être un des plus riches qu'on a produit ces dernières années. Il se présente en 6 livrets différents sur différents thèmes.
Et donc, je serai obligée de faire une sélection des principaux résultats et je vous invite à le consulter électroniquement sur notre site. Ce rapport, c'est le fruit du travail intense. C'est surtout ces derniers mois d'une toute petite équipe. Et j'ai avec moi Monsieur Thomas Pitchman, que vous voyez sur la caméra derrière moi, qui est un des principaux analystes qui a produit le rapport. Alors, je vous le présente aussi parce que ça sera celui qui fera la présentation en anglais. Je crois que c'est le 27 juillet, si je ne me trompe, pour la société civile. Donc, une reproduction de ce webinaire qu'on a aujourd'hui, mais en langue anglaise. Alors, je vais maintenant passer à la présentation PowerPoint du rapport mondial sur les drogues. Donc, je vais faire un share de mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui, on le voit. OK, alors tout va bien. Donc, vous voyez ici les six livrets différents. Donc, comme je disais, il est très riche et donc j'ai été obligée de sélectionner quelques-uns des résultats. Donc, une première analyse que nous avons fait cette année, et elle fait l'objet d'un chapitre entier, on a voulu voir un peu ce qui se passait au niveau des marchés des drogues, hein, du marché mondial des drogues, et sur les dernières décennies, les 2 dernières décennies en particulier. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a clairement une expansion du marché mondial de la drogue, avec 30% d'usagers en plus au cours de la dernière décennie, à peu près un quart des décès liés à la drogue en plus, une production de cocaïne qui est à son plus haut niveau jamais estimé, des saisies de stimulants amphétaminiques qui ont quadruplé dans la dernière décennie, et je crois que de méthamphétamines qui ont été multipliées par 6, et puis une production d'opium qui est aussi extrêmement haute, très abondante, peut-être pas le plus haut niveau jamais vu, mais un des plus hauts niveaux jamais vus dans les 3 dernières années. Donc alors, c'est le résultat de plusieurs facteurs. Hein. Un des facteurs qu'on a regardé un peu plus en détail, c'est la croissance de la population. Parce que bien sûr, même si l'usage de drogue n'augmente pas, si la population augmente, le nombre d'usagers va augmenter de façon mécanique. Donc, on s'est un peu attardé là-dessus. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a eu, dans les deux dernières décennies, plus ou moins, une croissance très haute de la population mondiale, avec une croissance qui est 4 fois plus importante dans les pays en voie de développement par rapport aux pays développés. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le groupe des jeunes adultes, entre 18 et 25 ans, a augmenté de 18% en nombre dans les pays en voie de développement, alors qu'il a diminué de 10% dans des pays développés. Et pourquoi est-ce que ça, c'est important? Parce que c'est la tranche d'âge dans laquelle se concentre l'usage de drogue. Hein. Donc, on voit que voilà, il y a une expansion et que cette expansion, elle pourrait continuer. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que le marché mondial des drogues, il est devenu extrêmement complexe. Donc, la complexité a aussi augmenté par rapport à il y a 2 décennies ou même 1 décennie. Alors, complexe à plusieurs niveaux. Hein. On voit une intersection entre les marchés légaux et les marchés illicites de drogue, des nouvelles substances qui entrent dans le marché, mais aussi qui en sortent. Hein. On voit un mélange aussi, un mix entre différentes substances et différents produits, aussi bien entre les substances légales et illégales, mais aussi les nouvelles substances et celles qui sont plus traditionnelles, et souvent à l'insu des usagers. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de polyusage de drogue, de polytrafic aussi, avec des organisations criminelles qui maintenant vont saisir des opportunités au lieu de se spécialiser dans un créneau spécifique, par exemple le trafic de cocaïne, vont au gré des opportunités trafiquer plusieurs drogues ou même s'engager dans d'autres activités criminelles. On voit aussi un usage accru de produits chimiques pour remplacer les précurseurs qui sont contrôlés, donc de pré-précurseurs, mais aussi de designer précurseurs. Et puis aussi un emploi maintenant de plus en plus fréquent des nouvelles technologies qui passent par exemple par l'usage des drones pour trafiquer la drogue jusqu'au pays de destination ou traverser les frontières. Et puis l'usage aussi du darknet, vous en avez entendu parler,
pour acheter, pour l'usager, pour acheter des drogues, mais aussi pour les organisations criminelles, comme plateforme de communication entre elles. Alors, voilà. Alors ici, on voit comment les producteurs de drogue innovent et ils répondent à la mise sous contrôle par l'usage croissant d'autres substances chimiques, hein, seulement en changeant quelques molécules pour éviter les contrôles. Hein. Alors, on estime à 192 millions le nombre d'usagers de cannabis dans le monde, hein, et ceci est suivi par 58 millions pour les usagers d'opioïdes. Je parle des usagers au cours de l'année dernière, donc ceux qui ont utilisé une drogue au cours de l'année dernière. Alors, si je reste sur les opioïdes, ils continuent d'être responsables pour une grande part des années de vie en bonne santé qui sont perdues en raison d'un usage de drogue, ainsi que des décès qui sont liés à l'usage de drogue. Et ici, vous pouvez voir, si on reste sur les opioïdes, les différentes phases de développement de la crise des opioïdes aux États-Unis. Hein. Alors, ça a commencé avec la surprescription des médicaments qui contenaient des opioïdes, et ça a été suivi par un déplacement des usages vers l'héroïne, quand les contrôles de ces médicaments ont été mis en place, des contrôles plus accrus. Et enfin, maintenant, on a une phase où, après l'introduction du fentanyl, mais aussi de ses analogues qui viennent d'Asie, qui sont venus d'Asie, aussi via le Mexique, et qui sont mixés, qui sont mélangés avec d'autres substances, hein, aussi bien avec des médicaments qui sont falsifiés, comme des opioïdes ou des benzodiazépines, mais aussi avec de l'héroïne ou même, on a vu, avec des stimulants comme la cocaïne. Donc maintenant, on en est à la troisième phase. Alors, ce qui caractérise peut-être plus spécifiquement et qu'on discute dans le rapport cette année, c'est le fait que la crise des opioïdes en Amérique du Nord est le résultat de changements au niveau de l'offre plutôt qu'au niveau de la demande. Hein. Donc, les fentanyls, donc le fentanyl et ses analogues, sont des produits qui peuvent être 100 fois plus concentrés, puissants que la morphine ou l'héroïne, et pour certains, par exemple le carfentanyl, jusqu'à 10 000 fois plus. Et les profits peuvent être 2-3 fois plus élevés. Alors, tant au niveau des coûts de production, qui sont bien moindres, qu'au niveau des gains, qui sont bien plus élevés, comme vous le voyez ici sur cette slide. Alors, la crise des opioïdes, c'est aussi celle qui touche l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne l'usage du tramadol, ici, on parle d'un médicament qui est utilisé pour des fins non médicales, hein, et qui est souvent falsifié et qui contient des dosages qui sont 2 à 3 fois plus élevés que ceux qui sont vendus en pharmacie. Il est importé et c'est aussi un produit qui est beaucoup plus facile d'accès, en tout cas au Nigeria, que l'héroïne, et aussi il nous a été rapporté qui coûte beaucoup moins cher. Hein. On voit un tiers du prix de l'héroïne au Nigeria. Le rapport cette année consacre un chapitre spécifique à la question de l'accessibilité aux médicaments opioïdes, donc cette fois dans un contexte médical. Et il met en évidence qu'il y en a trop pour certains. Donc ici, on parle des pays riches, avec la crise des opioïdes qui en est le résultat, et qu'il y en a aussi trop peu pour d'autres. Hein. Ce sont surtout les pays pauvres dans le monde. Alors, le chapitre, il discute aussi les différents types de barrières à cet accès pour tous aux médicaments opioïdes dans un contexte pharmaceutique. Alors, tant au niveau de la législation que des pratiques de prescription et aussi en matière de qui est habilité à prescrire ces médicaments. Hein. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important, surtout dans les pays avec des systèmes de santé publique qui sont peu développés, où les médecins sont parfois très peu nombreux. Et d'où, en fait, dans ces pays-là, l'intérêt d'élargir la base de ceux qui peuvent prescrire à d'autres acteurs de santé que les médecins, par exemple les infirmiers. Alors, le rapport cette année aussi consacre un livret entier à la question de la relation entre les conditions et les facteurs ou les caractéristiques socio-économiques
et l'usage problématique de drogue. Hein. Et l'enseignement principal, peut-être qu'on peut tirer de ce chapitre, c'est que ce sont les groupes socio-économiques les plus affluents qui ont plus de probabilité d'initier un usage de drogue. Mais ce sont les membres des groupes socio-économiques les moins nantis, donc peut-être les plus pauvres, qui ont plus de probabilité de progresser vers un usage de drogue problématique et donc qui paient le prix fort. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et on a fait un zoom un peu spécial sur un nombre de groupes particulièrement vulnérables. Alors vulnérables par rapport à leurs conditions socio-économiques, ou certains d'entre eux en tout cas, et vulnérables par rapport à une progression vers un usage de drogue, vers un usage problématique de drogue, en raison de discrimination, stigmatisation et difficile accès aux soins. Alors je parle ici des femmes, des groupes d'orientation sexuelle différentes, aussi indigènes, les migrants, les populations déplacées et puis ceux qui vivent en zone rurale où peut-être l'usage de drogue est moins élevé qu'en zone urbaine, mais quand il y a un usage de drogue, l'accès aux soins, la discrimination, l'accès aux soins est plus difficile, la discrimination est peut-être plus importante et donc la progression vers un usage problématique est peut-être plus rapide, donc pose des problèmes spécifiques. Alors, je crois qu'il est encore trop tôt pour évaluer pleinement l'impact de la légalisation de la production et de la vente de cannabis pour des fins non médicales. Mais on voit dans les deux États des États-Unis qui ont légalisé les premiers, hein, je parle ici du Colorado et aussi de l'État de Washington, que si l'usage de cannabis au cours du dernier mois, alors c'est-à-dire l'usage régulier ici, hein, a augmenté au niveau national, il a augmenté beaucoup plus dans ces deux États qui ont légalisé. Et cette augmentation, on le voit à travers les données qu'on a de disponibles, est bien plus importante pour les usages quotidiens. Alors ça pose un problème majeur parce que le cannabis qui est maintenant disponible dans ces juridictions qui ont légalisé le cannabis pour un usage non médical est un cannabis qui est très différent d'il y a peut-être 10 ou 20 ans. Il y a un nombre de concentrés qui sont vendus avec des concentrations en THC, donc le produit psychoactif, qui sont extrêmement élevées. Ça peut aller jusqu'à 70%, et donc ça peut poser des problèmes de santé importants. Mais la bonne nouvelle, c'est que jusqu'à présent, nous ne voyons pas d'augmentation de l'usage de cannabis chez les lycéens dans ces juridictions et au niveau national. Alors, on constate aussi que malgré la légalisation de la production et de la vente du cannabis au Canada, mais c'est aussi le cas aux États-Unis, que près de 40% des usagers de cannabis continuent à s'approvisionner sur le marché illicite. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, les prix sont moins élevés sur le marché illicite que sur le marché légal. Donc ça, c'est aussi peut-être un facteur à prendre en compte pour les évolutions par rapport aussi à l'usage et à l'approvisionnement. Au niveau du marché des nouvelles substances psychoactives, il continue d'être dans un état de flux constant, avec des substances qui vont et d'autres qui viennent, et puis peu qui restent. Mais si certaines, même si en fait certaines ont trouvé une niche, un marché en fait, hein, se sont constitués un marché un peu spécifique auprès de certaines populations qui sont vulnérables, hein, par exemple les sans-abri, mais aussi les personnes incarcérées parce qu'elles sont peu chères et elles sont plus faciles d'accès. Alors, c'est un peu la même chose pour les marchés sur le darknet. Hein. On voit un nombre de plateformes de vente qui vont et qui viennent et une durée de vie relativement limitée pour beaucoup d'entre elles, mais pas toutes. J'arrive pas, j'ai un problème avec la... Excusez-moi, j'arrive pas à changer, voilà, la slide. Alors, on a un peu regardé cette année pour savoir un peu qui étaient les usagers de drogue qui s'approvisionnaient sur Internet. Et on voit que la proportion de ceux qui commencent à consommer des drogues avec le darknet est en augmentation. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faudrait suivre de près, parce qu'ils sentent que le darknet, même si ce n'est pas une grosse proportion, ouvre la porte à des nouveaux consommateurs de drogue.
Cette année, nous avons consacré un chapitre spécifique à la coopération internationale en matière de drogue, qui montre que malgré une augmentation au cours des 2 dernières décennies de l'assistance pour le développement, les fonds dédiés à la lutte antidrogue ont clairement diminué. Donc là, c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être approfondir avec des données plus fines et désagrégées dans les années à venir. Ça pose plus de questions que ça n'en résout. Alors, cette année, nous avons aussi consacré un chapitre à la relation qui est somme toute extrêmement complexe entre drogue et criminalité. Et on montre que cette relation, elle n'est pas à sens unique, mais surtout qu'elle est loin d'être déterministe et que nombre de conditions ayant trait au marché, mais aussi à leurs acteurs et aux relations entre ces acteurs dans ces marchés, mais aussi par rapport à l'action répressive, ont une influence sur la présence ou l'absence de violence. Et que selon ces conditions-là, il peut y avoir violence, il peut ne pas y avoir violence. Nous avons consacré cette année aussi un chapitre spécial dédié au développement alternatif, avec une discussion des écarts de développement qui sont des facteurs déterminants quant à l'engagement de certains groupes de population dans les cultures illicites, que ce soit les cultures de coca ou les cultures d'opium. Et puis, enfin, le rapport, bien sûr, inclut, comme chaque année, une analyse très détaillée avec nos dernières estimations en termes d'usage de drogue, de conséquences sur la santé, par exemple en termes de VIH, mais aussi les dernières tendances en matière de cultures illicites, en termes de manufacture et de production de drogue, et puis en termes de trafic et de route. Alors, je ne vais pas pouvoir les détailler ici parce que ça serait trop pour le temps qui m'est imparti, mais je vous invite à consulter le livret 2 sur l'usage et les conséquences sur la santé et le livret 3 sur l'offre en fait de drogue, donc culture, production et trafic, qui est organisée selon différentes catégories de drogue. Maintenant, cette année, dans le World Drug Report, nous avons inclus, le rapport mondial sur les drogues, nous avons inclus un chapitre spécial sur l'impact du Covid, qui est basé sur des données préliminaires et qui montre, en termes de production, une réduction des possibilités de vente et un manque peut-être potentiel de précurseurs chimiques pour la production des drogues. En termes de trafic, alors il semble que l'impact dépende des modes de transport, avec certainement un plus gros impact pour ce qui est trafiqué par voie aérienne, des contrôles aux frontières accrus qui ont un effet réducteur sur le trafic, et puis en termes d'usage, un manque de produits dans certains pays, un manque de substances, et surtout une réduction de l'accès aux services de soins et de traitement pour les usagers de drogue. Alors, il y a un risque que des drogues peu chères et très concentrées envahissent les marchés une fois les restrictions liées au Covid levées. Et puis, il y a aussi un risque que les conditions économiques dans les pays de production empirent et donc que nombre de populations soient forcées de s'engager dans les cultures illicites et la production de drogue, ce qui pourrait augmenter la production mondiale et le trafic de drogue vers les pays consommateurs de drogue, donc en dehors des régions de production. Alors, sur le court terme, l'usage de drogue pourrait diminuer, surtout pour la population générale, faute d'accès dû au confinement. Mais sur le long terme, la crise économique due au Covid pourrait avoir des conséquences importantes sur les marchés des drogues. Des éléments comme pauvreté, des conditions comme pauvreté, chômage, mais aussi conditions socio-économiques plus précaires, peuvent amener un plus grand nombre de gens à chercher refuge dans l'usage de drogue, mais aussi à s'impliquer dans des activités de trafic pour simplement joindre les deux bouts, pour survivre. Donc, on a regardé un peu ce qui s'était passé quand il y avait eu la crise économique de 2008, et on a vu qu'en fait, que les usages étaient devenus plus dangereux, avec un déplacement vers des usages de produits de mauvaise qualité et une augmentation des usages intraveineux. Et on a vu aussi une diminution à ce moment-là des budgets publics pour la lutte contre la drogue, en particulier pour tous les programmes de
réduction des risques et puis d'accès au traitement et puis aux soins. Et puis, ma dernière slide, donc, ce serait, qui est basée sur une étude récente en Europe de quelques plateformes sur le Darknet qui a montré que ce sont les ventes de cannabis, principalement, qui ont augmenté pendant le confinement dû au Covid et que ce sont les ventes de détail en particulier qui ont augmenté, alors que les ventes de gros ont diminué. Donc, ça irait dans le sens que, dû au confinement, donc, il y a moins d'accès à d'autres sources d'approvisionnement, comme avec les contacts sociaux, les amis, les connaissances, et puis dans la rue, et que donc on se rabat, en tout cas pour le cannabis, donc une population peut-être plus générale, vers un accès à travers online, à travers le Darknet. Donc, ce sera ma dernière slide, et je vous invite pour beaucoup plus de détails et beaucoup plus de résultats et de finesse à consulter le rapport mondial sur les drogues sur notre site. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chloé, pour cette présentation. Pour rappel, la présentation est sur le site de la UNDC avec le rapport complet. Et aussi, je demande aux participants, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer toujours sur le chat, sur le côté droit. Maintenant, j'invite Arjuan Bagran pour faire cette intervention. Merci. On vous entend pas. Je demande à tout le monde d'éteindre leur microphone. C'est que les orateurs qui peuvent allumer. Ok, là on m'entend? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais il y a un écho très très fort. Je demande aux participants de bien vouloir éteindre leur micro, s'il vous plaît, parce qu'il y a un écho très très fort. Everyone is muted. Can you ask Ok. Bon. Donc, c'est ok là, je peux commencer? Oui, vous pouvez commencer, merci. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, c'est Aysun Bagran. Donc, je travaille dans une ONG basée à Istanbul, en Turquie, le Croissant Vert turc, qui lutte contre les addictions. Et donc, je vais vous expliquer brièvement le point de vue de la société civile par rapport au rapport mondial sur les drogues. Donc, voilà. Donc, comme vous le savez, la consommation de drogue illicite est un problème mondial aux conséquences graves, non seulement pour la santé publique, mais aussi pour la sécurité, l'économie et le développement social. C'est pourquoi les décideurs politiques ont besoin d'informations précises et fiables sur l'utilisation de ces substances afin de prendre des décisions fondées sur des preuves et donc de pouvoir allouer efficacement les ressources. Donc, le rapport mondial sur les drogues fournit justement ces informations dont nous avons besoin sur les tendances comportementales des utilisateurs et des fournisseurs de drogue, donc dans différents contextes régionaux et nationaux, mais aussi dans différents segments de la société, y compris les groupes défavorisés. Donc, le lancement du rapport mondial sur les drogues et ses conclusions mondiales sont des éléments indispensables de la communication institutionnelle pour le Croissant Vert turc. Pourquoi? Parce qu'il permet en fait pour nous d'informer l'opinion publique au niveau national et régional dans une perspective de santé publique. Donc chaque année, en tant que Croissant Vert turc, les données et les messages déduits du rapport mondial sur les drogues sont diffusés à environ 30 millions de personnes à travers le pays. Ce qui est quand même pas mal, sur les réseaux sociaux donc, du Croissant Vert turc. Également, il permet de cibler nos travaux. Donc, nous mettons, en tant que Croissant Vert turc, nous mettons un accent particulier sur la santé publique
Et aussi, on priorise la prévention en mettant un accent particulier sur les jeunes, d'après les données que nous tirons de ces rapports, justement. Alors, il permet aussi d'affecter les organes de décision nationaux pour l'élaboration de politiques fondées sur des preuves. Donc, c'est très important d'être fondé sur les preuves dans nos travaux de plaidoyer. Mais le rapport mondial sur les drogues 2020, donc celui de cette année, a également une importance particulière du point de vue du croissant vert, car il comprend pour la première fois des données épidémiologiques sur la Turquie concernant les eaux usées. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, le croissant vert turc est partenaire depuis 2019 d'une étude nationale d'épidémiologie basée sur les eaux usées réalisée à l'échelle nationale. Donc, Istanbul fait en fait partie de 73 villes de 20 pays européens qui ont été analysées dans le cadre d'un projet de l'EMCDDA. Et donc, l'épidémiologie basée sur les eaux usées est un outil de surveillance fondé sur des preuves qui fournit des informations en temps réel sur les quantités et les tendances de la consommation de drogue au niveau de la population. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, en fait, la technique repose sur le principe que les traces de presque tout ce que nous consommons sont excrétées et finissent par se retrouver dans le réseau d'égouts. Et donc, en fait, tout ce que nous absorbons se retrouve finalement dans les eaux usées qui peuvent être analysées et servir ainsi de preuve dans le cadre d'études. Mais il faut aussi ajouter que cette technique est une technique complémentaire, donc elle est rentable que quand elle n'est utilisée en même temps que les méthodes existantes basées sur les enquêtes. Donc, nous les utilisons en parallèle avec les données, notamment du rapport mondial sur les drogues. Donc, notre objectif, donc, dans le cadre du projet d'analyse des eaux usées en Turquie, le croissant vert turc vise donc à récupérer des données sur le terrain en collaboration avec le ministère de l'Intérieur donc en Turquie, dans le but de créer des politiques publiques appropriées sur la base de données actuelles. En plus de ces résultats internes, nous visons aussi à partager ces données avec les institutions internationales telles que l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, afin de participer à une analyse comparative entre différents États. Donc, en conclusion, le croissant vert turc est fier d'être en mesure de fournir des données mondiales en permettant l'analyse des eaux usées en Turquie au sein d'une collaboration donc État et ONG depuis 2019. En plus des enquêtes et des collectes de données à l'échelle nationale, donc l'analyse des eaux usées complète la collecte de données pour améliorer l'élaboration de politiques fondées sur des preuves dans le monde entier. Donc, rassembler des données nationales de différents pays et les interpréter dans une perspective mondiale, c'est une tâche difficile, mais en tant que croissant vert turc, nous sommes très heureux de faire partie donc, de ce travail. Merci pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup, Arjun Bagran. On a à peu près 20 minutes pour prendre les questions. Je demande déjà aux participants s'ils veulent envoyer des questions sur le chat, on peut le faire. Sinon, vous pouvez me demander la parole en utilisant la fonction de raise the hand sur l'option Teams. On a une question déjà qui est adressée, je crois, à Chloé. Et c'est de Charles Tessomé du Burkina Faso qui demande si le rapport va être traduit et serait disponible en français. Et en deuxième lieu, si le rapport fait un aperçu de la situation en Afrique de l'Ouest en termes de données et données. Voilà. Oui. Chloé, okay. si vous pouvez oui. Ah, merci. Je ne vous vois pas. Et alors, le rapport va être traduit. C'est un processus qui prend du temps et c'est un peu compliqué. Donc, ça va prendre, en général, ça prend au moins 6 mois, je pense, pour être honnête. Ce qui a déjà été traduit, c'est une partie du livret 1. Ce qui a été traduit, donc, c'est le Executive Summary, comment on appelle ça en français, le résumé, voilà. Il a été traduit. Et ce qui a été en français, il est disponible sur le site. Et ce qui a été traduit aussi en français,
c'est les implications au niveau politique. Ça aussi, ça a été traduit. Par contre, du livret 1, tout le chapitre sur le Covid, il n'a pas été traduit. Donc, tout le reste sera traduit, mais je pense que ça prend au moins 6 mois. C'est une traduction officielle et ensuite, il faut la mettre en page, ce qui est un peu compliqué. Parce qu'il n'y a pas que les textes, il y a aussi les illustrations à traduire. Alors ça, c'est pour la première question. La deuxième question, c'était par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Alors, vous trouvez dans le rapport un nombre de sections qui sont, ou de sous-sections qui sont dédiées à l'Afrique de l'Ouest. Elles sont un peu partout, dans tous les différents livrets. Par exemple, donc je pense au livret 2. Le livret 2, c'est sur l'usage de drogue et les conséquences sur la santé. Donc là, selon les drogues, il y aura, à chaque fois qu'on a des données nouvelles, il y aura des données épidémiologiques qui sont données par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, dans le livret 3 sur l'offre de drogue, là, c'est organisé par drogue. Donc d'abord les opiacés, ensuite la cocaïne, ensuite les stimulants amphétaminiques et ensuite le cannabis. Donc chaque fois, il y a un petit topo, une section en tout cas sur l'Afrique. Et dans l'Afrique, on parle de l'Afrique de l'Ouest si les tendances sont notoires. C'est-à-dire, et là, je voudrais souligner surtout le chapitre sur la cocaïne. Hein. Donc là, on parle vraiment de l'Afrique de l'Ouest et on parle des saisies récentes qui ont été effectuées de cocaïne en Afrique de l'Ouest. Donc voilà, et sinon dans les autres chapitres aussi, vous trouverez. Oui, et puis il y a le booklet, pardon, pas booklet, le livret 4 sur la crise des opioïdes, évidemment. Tout ce qui est sur le tramadol, c'est beaucoup en rapport à l'Afrique de l'Ouest, en particulier sur le Nigeria. On a fait une grosse enquête au Nigeria il n'y a pas longtemps. Voilà, donc je vous invite à regarder. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que le rapport mondial sur les drogues, c'est cet ensemble des livrets, mais en plus, et seulement online, en version électronique, c'est un ensemble de tableaux et de données. Et il y a aussi des données nationales qui sont publiées, que je vous invite à consulter sur notre site. Et là, évidemment, il y a des données par rapport aux pays qui sont en Afrique de l'Ouest. Et il y a aussi des estimations. Toutes les estimations sur l'usage de drogue, elles sont au niveau mondial, mais aussi au niveau régional et sous-régional, quand on a des estimations assez précises. Voilà, donc ça sera disponible. Dans le livret 2, mais aussi sur Internet. Merci beaucoup, Chloé. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des participants qui veulent intervenir? Si vous voulez, vous pouvez utiliser la fonction Raise Your Hand sur Teams. OK. Bon, il n'y a pas d'autres questions et pas d'observations. Je donne quelques minutes encore si les gens veulent réagir ou pas. Ok, j'ai une question, j'ai quelqu'un. Ah, Alexis Jordan, s'il vous plaît, vous pouvez prendre la parole. J'entends pas. Je crois qu'il y a un problème de connexion ou. Peut-être vérifier vos micros. Si vous pouvez pas parler, je vous invite à mettre un commentaire dans le chat parce qu'on n'entend pas ce que vous dites. Oui, bonjour. Ah oui, bonjour, oui. Ah, maintenant, c'est correct. Vous pouvez prendre la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, le rapport montre ou démontre la résilience du narcotrafic et indirectement montre aussi un petit peu l'ampleur de l'économie criminelle parallèle à l'économie légale. Le rapport montre aussi l'importance de la population mondiale qui est consommateur de drogue. La question de la régulation de certains marchés, notamment du marché du cannabis dans des États américains ou au Canada, est soulevée.
Par contre, je suis un petit peu étonné quelque part, où je reste un petit peu sur ma faim, de voir que quelque part, on ne remet pas en question les décennies d'orientation de la politique internationale des drogues. Je pense évidemment à éventuellement encourager la décriminalisation de l'usage de drogue. En deux mots, c'est un peu le modèle portugais. Voir des pistes qui inciteraient à évaluer en fait réellement la stratégie qui est menée depuis longtemps, qui vise avant tout à assécher le marché noir et l'offre, et puis d'autre côté à offrir des soins, mais il y a un gap qui reste énorme, et j'ai l'impression qu'il y a un manque de réponse ou de solution. Quand on voit qu'il y a une augmentation constante de l'offre et de la consommation, je reste un petit peu sur ma faim. Voilà. Merci Alexis. Je vais donner la parole à Chloé peut-être pour répondre à cette question, ou si juste brièvement peut-être. Chloé? Oui, alors oui, en effet, donc on a abordé maintenant depuis, je pense que c'est 5 ou 6 ans, on a une section dédiée ou un chapitre dédié à ce qui se passe en Amérique du Nord et puis aussi en Uruguay par rapport à la légalisation de la production et de la vente de cannabis pour un usage non médical, donc petit à petit. Alors, il n'y a pas beaucoup de données, hein, c'est très difficile. Et donc, on en revient à presque toujours présenter ce qui se passe au Colorado et à l'État de Washington. En Uruguay, il y a quelques données, mais très peu aussi. Et puis au Canada, ça commence juste, hein, vu que la légalisation est quelque chose de très récent. On a même pas, on a 1 an de recul. Voilà, donc là, on a commencé un peu sur la pointe des pieds, je dirais, et puis timidement, et puis on continue. Alors, on verra ce que ça donne au bout d'un moment. Maintenant, au niveau de tout ce qui est nouvelles substances psychoactives, cette année, on a aussi un peu regardé l'impact que pourrait avoir le contrôle de certaines substances. Et on a fait une comparaison, par exemple, entre l'Autriche et l'Allemagne, qui sont des pays relativement comparables au niveau de développement économique, un nombre d'indicateurs, et qui avaient une prévalence donc d'usage de drogue qui était exactement la même à un moment donné. Un des pays a fait un contrôle, a mis en place un contrôle large des NPS, alors que l'autre ne l'a pas fait. Et il y a vraiment évidemment, il faudrait contrôler pour tous les autres indicateurs. Donc, ça demande une étude extrêmement complexe. Mais à première vue, il semble que le contrôle est amené à une baisse, à une diminution de l'usage. Et puis, dans l'autre pays où il n'y avait pas eu de contrôle, mais le contrôle a été fait un peu plus tard, là, on voit que ça a permis d'endiguer l'augmentation qui était en cours. Donc voilà, maintenant, votre question, elle est un peu plus large, je crois. Pour l'instant, elle ne fait pas l'objet du rapport, c'est vrai. Mais petit à petit, je crois qu'on peut essayer de regarder un peu l'impact des politiques publiques dans certains domaines. Bon, pour l'instant, on s'est contenté de regarder ces 2 domaines. Mais ce sont des idées, peut-être, pour les prochains rapports. Donc, on améliore chaque année, ils deviennent de plus en plus complexes. On aura une enquête qu'on va lancer bientôt sur le contenu du rapport mondial sur les drogues pour essayer d'orienter nos prochains rapports. Donc, je vous invite aussi à la compléter. Hein. Je contacterai l'équipe de la société civile ici pour qu'on ait des retours des organisations de la société civile. Et je vous remercie surtout de votre intérêt à aller plus loin que peut-être seulement les estimations ou des données statiques. Merci. Merci Chloé pour cette réponse. On a Malik Samesekou du Mali. Malik, la parole est à vous. On vous entend pas. Si vous voulez mettre votre question dans le chat, si y a un souci de connexion. Allô?
Je pense qu'il y a un problème de connexion de... Ok, je crois qu'il y a un problème de connexion de Malik qui a été déconnecté. Je vois que Charles a encore sa main levée, mais je ne sais pas si la question a été déjà adressée, enfin la réponse a été déjà donnée à ces questions. Donc, à moins que Charles a d'autres questions, sinon... Ouais. Oui, Oui, Charles, oui, la parole est à vous. oui, merci Kunal. Je m'excuse parce que quand Chloé apportait les éléments de réponse relatifs à ma question, malheureusement, j'ai eu des soucis de connexion, donc j'ai pas entendu la seconde partie de sa réponse. Mais je me dis, voilà, pour ne pas prendre beaucoup de temps, laisser l'opportunité aux autres de s'exprimer aussi. Peut-être si éventuellement vous pouvez, peut-être me transférer les éléments de réponse qu'elle a pu apporter lors de son intervention. Parce que j'ai été coupé. Merci. Ok, merci Charles. Au fait, le webinaire a été enregistré, donc ça va être online après, donc vous pourrez voir l'élément de réponse que Chloé a donné sur la question que vous avez posée. Malik, est-ce que Malik est connecté déjà? Non. Donc je pense qu'il va essayer de se reconnecter. S'il n'y a pas d'autres questions, ok, je crois qu'il y a une question dans le chat. Deux secondes, je vais vérifier. Ah, oui, Malik a demandé, il veut savoir si la réduction de risque est abordée dans ce rapport et est-ce que les États sont exhortés à mettre en place des mesures spécifiques en ce sens, notamment pour les États de l'Afrique de l'Ouest. Chloé? Alors, je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce que la réduction des risques est abordée dans le rapport, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que, ouais. En tant que tel, le rapport, il fait pas cette année en tout cas, il ne fait pas d'évaluation. En tout cas, on n'a pas de données sur l'évaluation par rapport à la mise en place de programmes de réduction des risques dans les États membres de l'ONUDC. Ça a été fait, je pense, dans le passé, mais en tout cas pas cette année. Donc voilà, parce qu'on n'a pas de nouvelles données. Donc, je vous invite peut-être à consulter d'autres rapports qui sont sur ce domaine-là en particulier. Ok. Et la deuxième question, c'était est-ce que les États sont exhortés à mettre en place des mesures spécifiques en ce sens quand on voit qu'il y a une augmentation de consommation sur tous les opiacés? Alors, l'UNODC a développé avec l'Organisation mondiale de la santé et UNAIDS. UNAIDS, c'est le programme des Nations Unies contre le sida, a développé un ensemble de guides sur les différentes mesures pour aider les usagers de drogue dans leur démarche de soins ou dans leur démarche de réduction des risques, même si le terme n'est pas employé. Et donc, il y a toute une série d'outils, de guides sur les 9, je cherche le terme, les 9 interventions qui peuvent promouvoir leur santé et donc réduire les dommages liés à l'usage de drogue. Et tout ça, c'est disponible sur le site de l'ONUDC. Hein. C'était 2009 Policy Declaration et c'est aussi inclus le Ministerial Declaration de 2016. Oui, donc maintenant j'ai Thomas qui me dit qu'en fait, à mes côtés, qui me dit que ça a été abordé en 2009 et ça a été aussi à nouveau réitéré dans la déclaration ministérielle de 2019. 16. Non, 16, pardon. Non, ce n'est pas déclaration ministérielle, c'est le UNGAS document, le document de l'UNGAS de 2016. Voilà. Et puis, dans les implications en termes de politique du rapport mondial des drogues de cette année, donc à la fin du livret 1, on parle aussi de ces éléments-là. Peut-être pas en détail, mais on y fait référence. Voilà. Mais bon, il faut savoir que le rapport mondial des drogues n'est pas un outil de... Comment dire, il ne fait pas l'advocacy de certains programmes ou certaines interventions que l'UNODC
par ailleurs, peut essayer de promouvoir. Il ne fait pas la promotion. Le rapport mondial de drogue, il est là pour faire un peu état de la situation et des tendances. Et quand on a des données, évaluer l'impact aussi de certaines interventions. Merci beaucoup, Chloé, pour cette réponse. Peut-être il y aura le rapport du Harm Reduction International qui va être publié cette année. Je pense qu'il y aura des données sur la réduction des risques, surtout concernant les différents pays. Et je pense qu'il y aura un chapitre sur l'Afrique de l'Ouest aussi. Il y a une question de Lassina-Toll, mais ça a été déjà répondu, de la Côte d'Ivoire. Elle demande si il y aura le rapport en version française. Donc, Chloé a déjà répondu que ça va prendre à peu près 6 mois, mais c'est en cours de préparation. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, peut-être je peux rajouter par rapport à votre intervention, vous avez parlé d'un rapport qui va être publié par Harm Reduction International. Donc, je voudrais dire que dans le rapport mondial des drogues, nous utilisons les données qui sont fiables et objectives des États membres, mais aussi d'autres données scientifiques. Donc, selon le contenu de ce rapport de Harm Reduction International, ce sera quelque chose qui pourra être référé dans les prochains rapports mondiaux sur la drogue. Merci pour cette précision, Chloé. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne vois pas des mains levées. OK. Donc, on arrive presque à la fin de cet webinaire. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, déjà, au nom de la VNG aussi, je tiens à remercier Chloé Carpentier et Arthur Bagran et Yesile pour leur intervention, ainsi que tous les participants qui ont assisté à ce webinaire. J'invite maintenant tous les participants qui sont d'accord à allumer leur caméra pour une photo de groupe, s'il vous plaît. Donc, si vous êtes d'accord, allumez votre caméra maintenant pour une photo de groupe. Ah, c'est bien de voir les visages des personnes. Ok, voilà. Ben, je pense que ouais, vous êtes tous beaux. Merci. Donc, merci encore à tous les participants. Je vous invite déjà tous présents, si vous pouvez, sur le chat, il y a un lien pour remplir un questionnaire anonyme pour un retour sur ce webinaire. Et déjà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Ok, merci. Portez-vous bien. Excellente journée. Bonne journée. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci, allez, au revoir. Merci, au revoir. Thank you, Kunal. Salut, Kunal. Yeah, thank you guys. Yeah, I think we're good. Yeah, I forgot to thank you, but thanks guys. Take care. Thank you. Take care. Bye. Bye. Can we just... Also 7, 8. Like including us. Or excluding us. Excluding?